Salut les mecs. Alors aujourd'hui, on va parler de la fraude Christopher Nolan. Et oui, fraude, le mot est lâché parce que, les amis, il faut qu'on se le dise. Ça fait quand même longtemps que je balance pas mal de pics sur lui, ici et là, dans une vidéo ou dans une autre. Et j'en ai même parlé plus que de raison dans ma vidéo sur mes 20 hot takes. Donc forcément, mais il faut quand même se le dire, je ne lui avais jamais encore consacré une véritable vidéo à l'ami Nolan. Quand même, c'est un souci, c'est un problème. Si j'ose dirais, justement, on est là pour réparer, oui, ce souci. Parce que Nolan, c'est un réalisateur qui fascine. Le grand public le respecte énormément, et en même temps, dès qu'on gratte un peu, ça commence à diviser. Il y a les fans qui parlent de génie incompris, de narration révolutionnaire, et il y a d'autres fans qui se demandent s'ils sont vraiment des fans. Parce que oui, peut-être que derrière toute cette complexité, ce n'est qu'un énorme spectacle pour masquer le vide. Et, puisqu'on est là les copains, on va décortiquer ça, point par point, film par film, avec des exemples précis pour étayer ma pensée. On va discuter de ces dialogues explicatifs absolument insupportables, on va parler de ces personnages qui sont des plus plats et des plus fonctionnels, on va parler de la fascination du bonhomme pour les concepts ultra compliqués qui finissent par écraser l'émotion, ces twists qui n'en sont pas, et cette espèce de pseudo-intellectualisme, qui se cache derrière des couches de jargon scientifique. Et donc, on va tout dérouler les copains, mais avant de commencer, abonnez-vous, mettez la cloche comme dirait l'autre. Objectif 100K avant la fin de l'année, on y est presque, je compte sur vous. Oui, pour mettre la fameuse daronne à l'abri, et le fameux Yaji Baby également à l'abri, s'il y a de la place dans le bunker. Alors sans plus attendre, c'est parti. Alors, on va commencer par le symptôme le plus visible de cette étrange maladie, qu'on appelle le nolanisme. Parce que Nolan, c'est triste, il n'arrive pas à se taire. En tout cas, les personnages qu'il écrit. Écoutez, le mec ne montre pas, il explique. Il n'y a pas de show dont elle, ou assez peu dans ses films. Et le show dont elle, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la règle d'or du cinéma. C'est-à-dire que mieux vaut expliquer par l'image qu'expliquer par le dialogue, d'accord? Sauf que dans les films de Nolan, non seulement ça explique, mais ça surexplique. Le camarade Christopher nous attrape par le col dans tous ses films, un peu comme un prof de chimie à 8h du mat, parce que t'as oublié ton bec benzène. En mode, assieds-toi, t'inquiète, tu vas comprendre mon film. Sauf qu'excuse-moi Nolan, mais moi j'ai pas demandé un cours magistral, j'ai juste demandé un film. Le cas d'école absolu de tout ça, c'est Tenet, mais on en parlera un peu plus tard. Je suis quelqu'un de bien élevé, je vais commencer tranquillement, et on va parler d'abord d'Inception. Parce que justement, les 45 premières minutes de ce film-là, c'est pas un film. C'est beaucoup plus un tutoriel YouTube. C'est-à-dire que le personnage d'Ariane existe littéralement pour poser des questions. À la place du spectateur, et Cobb, l'ami DiCaprio, il répond, comme le guide touristique des rêves du coin. En mode, alors ici, vous avez le subconscient, là, vous avez les projections, et sur votre gauche, vous pouvez plier Paris en deux, et sur votre droite, ne touchez pas les murs. Et donc, en fait, tout est verbalisé, tout est détaillé, tout est mâché, tout est remâché pour l'audience. On ne découvre pas les règles avec les personnages, en fait, on nous les récite comme une leçon. Je veux dire, l'infodumping dans les films de Nolan, c'est un véritable rituel, voilà. L'exposition est toujours très très mal branlée dans les films de Nolan, faut qu'on se le dise. Le pire, c'est que, Nolan le fait même quand ça n'a aucun sens. Si tu prends Interstellar, un autre chef-d'œuvre apparemment, pas certain que ce soit vrai d'ailleurs, on en parlera plus tard. Mais en tout cas, toujours est-il que dans Interstellar, t'as une scène où un personnage explique ce qu'est qu'un trou de verre. Sauf qu'il l'explique qu'à un spationaute. Enfin, c'est quand même un peu con. On parle quand même d'un mec dont le métier, littéralement, c'est l'espace. Ce serait comme expliquer à un boulanger ce que c'est qu'une baguette. Et avec un schéma en plus, au cas où il aurait oublié entre deux fournées. Enfin, la scène n'existe que pour le spectateur. Mais au lieu de l'intégrer naturellement, Nolan met pause et il lance son PowerPoint imaginaire. Ça n'a aucun sens. Et alors là, Tenet, j'en ai un peu parlé, mais évidemment qu'avec ce film entre énormes guillemets, on a atteint un niveau presque artistique dans l'absurde. D'ailleurs, on peut enlever le presque. Là, on est dans l'art, avec un grand A. Parce que dans ce film-là, les dialogues, c'est un flux constant de règles, de conditions, de si tu fais ça, alors ça fait ça, mais attention, si ça fait ci, ça va faire ci. Mais si c'est inversé, ça fait l'inverse de ce que c'est censé faire ci, si c'est censé faire ça, sauf quand c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'en fait, toi, tu vas rien comprendre. Et de toutes les manières, les personnages ne parlent plus entre eux. En fait, ils récitent un manuel Ikea du voyage temporel, mais sans les images, et sans la compréhension, et sans la logique, et sans rien du tout. Et toi, t'es là, au milieu de toute cette merde, à essayer de comprendre. Sauf que non, tu ne comprendras pas. Et ce qui est fou, c'est que cette obsession de l'ami Christopher de tout expliquer, ça tue exactement ce que le cinéma fait de mieux. C'est-à-dire faire ressentir et faire comprendre sans passer par les mots. Et un bon contre-exemple de cela, ce serait Primer, sorti en 2004, puisque, clairement, c'est l'un des films de voyage dans le temps
les plus réalistes et les plus compliqués à comprendre jamais faits, là-dessus il n'y a pas de souci. Mais justement, il n'y a pas d'explication claire sur la machine temporelle, d'accord? On voit les personnages la construire, l'utiliser, et en subir les conséquences via des conversations techniques rapides, des diagrammes griffonnés et des comportements de plus en plus erratiques. Tu dois re-regarder pour tout capter, il n'y a pas d'infodump en fait. C'est un film qui récompense l'attention, et c'est exactement comme ça que, oui, les informations doivent être données aux spectateurs, aussi complexes soient-elles. Parce que, clairement, si j'ai pris Primer comme contre-exemple, c'est justement parce que ce film-là aussi est très très complexe. Mais il respecte la règle du show don't tell, et surtout il respecte l'intelligence du spectateur, en partant du principe que oui, on peut arriver à comprendre si on y met d'une autre, d'accord? Ce qui est clairement pas le cas de Nolan. Mais à la limite, bon, l'infodump, ça, je peux le supporter. Moi, ce que je ne peux pas supporter, et je pense que ceux qui connaissent bien mes vidéos vont me voir arriver, c'est l'écriture, et c'est surtout l'écriture des humains. Parce que, clairement, on peut même pas appeler ça des personnages, c'est des humains. Non mais vraiment, au-delà des personnages, c'est compliqué. Parce que Nolan a toujours eu du mal à écrire des êtres humains, justement. Parce que dès qu'on sort des concepts, des symboles, des idées, et dès qu'on commence effectivement à discuter des gens, des vrais gens, avec une manière de parler naturelle, des contradictions et des petits moments inutiles, mais qui les rendent quand même vivants, il y a plus trop personne. En tout cas, il y a plus Nolan. Parce que dans ces films, tout le monde a l'air d'avoir été élevé dans un laboratoire où on leur a appris à parler comme dans un exposé. Et ce qui saute aux yeux, c'est déjà la façon dont ces persos s'expriment. Personne ne parle comme ça dans la vraie vie. Les dialogues dans ces films de cons, ça ressemble souvent à des échanges d'informations, pas à de véritables conversations. C'est propre, carré et efficace, et aussi vivant qu'un GPS qui te demande de tourner à droite après le rond-point. Et même quand les persos sont censés être en détresse, amoureux ou au bord de craquer, ils restent dans une espèce de maîtrise bizarre, comme s'ils avaient tous fait théâtre, option stoïcisme. Et ça, ça vient d'un truc simple. Ces personnages ne sont pas écrits comme des personnes, mais comme des fonctions. C'est-à-dire que Cobb dans Inception, c'est pas vraiment un mec, c'est la culpabilité, d'accord? Cooper dans Interstellar, c'est le sacrifice du père en version spatiale. Et alors dans Tenet, écoutez, on atteint un niveau comique de tout ça, c'est-à-dire que le personnage principal n'a même pas de nom. Il s'appelle littéralement le protagoniste. Il a pas de prénom. Écoutez, je sais pas, Denzel Washington a certainement oublié de passer à la mairie après la naissance de son fils. Je ne sais pas, c'est pas un personnage, c'est une variable dans une équation. À ce stade-là, franchement, appelle-le X. Appelle-le Malcolm X et laisse-le résoudre le film comme un problème de maths, parce que techniquement parlant, c'est ce que c'est. Tout tourne autour des idées, et les personnages, ils suivent comme des figurants de luxe, d'accord? Ils prennent des décisions parce que le scénario en a besoin, mais pas parce que ça découle naturellement de leur caractérisation, de leur développement de personnages, et surtout de ce qu'ils sont. C'est-à-dire que les persos comprennent des concepts ultra complexes à la vitesse de la lumière, ils enchaînent des situations absurdes avec un calme olympien, mais dès que tu cherches un peu de texture, un peu de vie, un peu de nuance, un truc qui te fait dire « Ouais, ok, ce personnage est crédible », en fait, il y a zéro, il y a R. C'est le néant, l'absence de matière, voilà ce qu'il y a. Et même les relations entre les humains, parce que pour moi c'est pas des personnages, c'est souvent réduit à leur fonction narrative. C'est pas deux individus qui interagissent, c'est deux idées qui se croisent pour faire avancer le script. C'est-à-dire que il manque vraiment énormément de séquences, de moments dans les films de Nolan où les personnages, si encore une fois j'ose les appeler ainsi, existent en dehors de l'intrigue. Parce que dans ces films de cons, tout est toujours au service du concept. Toujours. Il n'y a pas de gras, pas de respiration. Sauf que parfois, c'est justement le gras qui va rendre un personnage réel. Je vais vous donner des contre-exemples là, et je vais essayer effectivement d'être un peu plus original, parce que bien souvent dans mes vidéos, je donne toujours les mêmes exemples. Bon, on va essayer d'élargir un peu. Parlons un peu de Manchester by the Sea, de Kenneth Lonergan, sorti en 2016. Parce que, en termes de réalisme émotionnel, franchement, ça se pose là. Donc on a Lee, joué par Casey Affleck, qui est un mec brisé, maladroit et colérique, drôle malgré lui, qui bafouille, qui évite les regards, et qui dit des trucs complètement à côté de la plaque. Mais il n'y a pas un seul monologue explicatif sur sa culpabilité, c'est-à-dire que tout passe par ses silences, ses gestes, ses petites vacheries quotidiennes. Ses relations familiales sont pleines de non-dites, malentendus, de moments inutiles. Comme la scène où il engueule un gamin pour une histoire de bateau. C'est juste la vie, t'y crois à 100%. C'est l'antithèse totale du stoïcisme de laboratoire nolanien. Et même dans le délire sci-fi, puisque voilà, la science-fiction, c'est un peu le terrain de John Nolan. Si on prend Moon de Duncan Jones, sorti en 2009, encore une fois, c'est autre chose. C'est de la science-fiction minimaliste, avec un seul acteur principal, Sam Rockwell pour ne pas le nommer. Le perso est seul, en train de devenir fou, et pourtant il est hyper vivant, beaucoup plus vivant que la majorité des personnages de Nolan. Il parle tout seul, il se dispute avec
avec lui-même, il a des tics, des moments de tendresse ridicules avec un robot, et toute la complexité du personnage et du film, avec le twist sur la colonie lunaire, bah ça émerge de son comportement et de ses réactions humaines. Pas d'un mec en blouse blanche qui t'explique le film. C'est intime, c'est sale, c'est drôle, c'est déchirant, c'est du cinéma. Voilà. Eh ben oui, désolé pour Nolan. Mais bon, on va enchaîner avec l'aspect casse-tête. Et l'aspect casse-tête, et tant pis si t'as rien ressenti. Parce que l'un des trucs les plus révélateurs chez Nolan, c'est son obsession de la complexité, d'accord? Mais en fait, c'est une complexité qui finit par bouffer tout le reste. Et qui finalement d'ailleurs ne propose rien de bien intéressant. C'est-à-dire que ces films, généralement, c'est des puzzles géants, une espèce de mécanique impressionnante, sauf que pendant que t'essaies de comprendre comment ça marche, bah t'oublies complètement pourquoi t'es censé t'en soucier de tout ça. Parce qu'en fait, finalement, tu t'en bats les couilles. Enfin, comme moi, je m'en bats les couilles. Parce que oui, Nolan aime beaucoup les structures alambiquées, hein. Le temps qui se plie, les récits non linéaires, les rêves imbriqués, les réalités qui s'empilent comme des poupées russes ou stéroïdes. Sur le papier, c'est fascinant, et parfois ça marche, mais très souvent, bah, ça devient une fin en soi. Le film n'est plus là pour raconter une histoire, il est là pour montrer qu'il peut être compliqué. Voilà, c'est tout. C'est la complication pour le plaisir de la complication. Et évidemment, on va obligatoirement, oui, reparler de Tenet, parce que, voilà, là, c'est du high concept. C'est du très high concept pur jus, hein. Entre l'inversion du temps, les scènes qui se déroulent à l'endroit et à l'envers en même temps, les règles qui s'empilent, c'est compliqué. Et au milieu de tout ça, bah t'as des persos, bon déjà qui ont pas de nom, bon après, ouais, Robert Pattinson, ils appellent Neil, c'est déjà ça. Je pense qu'il a dû se chiffonner avec Nolan pour l'obliger à donner un nom à son personnage, mais bon, ça n'a pas été le cas malheureusement pour Denzel Jr. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que Nolan l'a pas mal dit en interview, c'est-à-dire que, écoutez, Tenet, tu vas pas comprendre, d'accord? C'est-à-dire que t'es pas censé comprendre, parce que ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu ressentes. Faut le ressentir, le film, faut pas le comprendre, faut le ressentir. Alors d'accord, Christopher, mais ressentir quoi, au juste? En fait, c'est-à-dire qu'il y a rien à quoi s'accrocher. Moi, j'ai eu l'impression de regarder une démonstration technique, pas une histoire. C'est un peu comme admirer une horloge hyper complexe sans jamais savoir pourquoi elle tourne. Vous savez à quoi ça me fait penser d'ailleurs? Moi, ça me fait penser aux mini-films expérimentaux de Samuel Beckett. Vous savez, l'auteur irlandais, là, qui a écrit En attendant Godot, Fin de partie et tout. Il a sorti des petits films de mathématiciens avec des mecs en robe en train de déambuler de manière bizarre pour faire des figures géométriques. Voilà. C'est une démonstration technique. Nolan, c'est Samuel Beckett sans le génie. Et Interstellar a beau être plus subtil, bah le problème est encore là. Le film est blindé de concepts scientifiques, de relativité, de trous noirs, de dimensions supérieures. C'est dense et ambitieux, et ça peut forcer le respect éventuellement, mais franchement, moi j'ai ressenti un décalage. Toute cette rigueur intellectuelle, pour au final, oui, retomber sur une émotion qui paraît forcée, et surtout qui est ultra simpliste. C'est-à-dire que c'est quoi, comment dire, le message, le thème d'Interstellar? C'est la force de l'amour. De toute manière, on va en parler juste après, mais écoutez, c'est vraiment à vomir. Et le souci est là, c'est-à-dire qu'au lieu que l'émotion émerge naturellement du récit, elle est plaquée par-dessus une structure déjà ultra lourde. Et c'est lourd parce que, comment dire, c'est trop complexe. Et plus Nolan complexifie ses histoires, et plus ses personnages deviennent secondaires, plus l'émotion devient difficile à faire passer. Parce qu'au bout d'un moment, bah oui, ton cerveau sera beaucoup trop occupé à suivre les milliards de règles, les timelines et les mécaniques de ces films, que finalement, bah il y a plus de place pour ressentir quoi que ce soit. Et là, on arrive, comment dire, à la chose qui me fout le plus le seum dans les films de Nolan. C'est-à-dire que, bon, j'ai donné pas mal de défauts avant, et je vais donner pas mal de défauts après ce défaut particulier, mais si jamais vous voulez savoir la chose, l'élément que je supporte le moins dans les films de Nolan, il est là. Voilà, il est là, en face de vous, vous pouvez le toucher, tendez la main. Et ce souci, comment dire, c'est sa capacité quasiment magique à établir des machines narratives ultra complexes pour servir au final des idées simplistes. Pour rester tout à fait poli. C'est pas que les idées ou les thèmes soient mauvais, c'est juste qu'en fait c'est simplissime. Et c'est là que ça pique, c'est-à-dire que tout l'emballage, le montage éclaté, les règles scientifiques, les twists vertigineux, tout ça pour aboutir à un message qui pourrait tenir sur une carte postale, enfin c'est un peu abusé. Prenons Interstellar, et c'est l'exemple parfait, c'est-à-dire que on a 2 heures et demie à nous plonger dans des trous de verre, dans la relativité, dans la gravité, dans des dimensions supérieures. Avec Kip Thorne qui lui-même est en consultant scientifique de tout ça, je dis que forcément le film va être quand même profond, que ça va nous transporter assez loin. Sauf que la révélation finale, bah, c'est que l'amour transcende le temps et l'espace. Voilà. L'amour est une force quasi physique. Alors ok, si tu veux, mais après tout ce délire scientifique, ça fait un peu l'effet d'un resto gastronomique qui te sert des pâtes au beurre. Et même si c'est bien présenté avec une feuille de basilic au-dessus, bah ça reste des pâtes au beurre quand même. C'est-à-dire qu'en fait, la complexité, ça sert à habiller une idée très basique. Et c'est pas un cas isolé, c'est-à-dire que Nolan aime beaucoup empiler des couches de complexité, c'est-à-dire entre de la structure éclatée de ses narrations, ses concepts
concepts compliqués, le jargon technique, voilà, vomi par ses personnages du début jusqu'à la fin de ses films. Mais dès que tu grattes un peu, bah en fait tu tombes sur des thèmes universels, si je voulais être gentil, et ultra simplistes pour pas dire ultra con, si je voulais être méchant. Voilà, le souvenir, la culpabilité, le sacrifice, l'amour, rien de honteux, mais tous vernis pour ça. Tout ce pseudo-intellectualisme pour finalement t'expliquer que l'amour c'est trop bien. Non mais attends, c'est une blague. Et le pire, encore une fois, toujours le même, bah c'était net. Entre le jargon technique, l'inversion de l'entropie, le protagoniste qui s'appelle protagoniste, et qui avance comme un cyborg durant tout le film. Quand même, ces relations humaines sont superficielles, Cal contredit tout le temps les règles du film, le sacrifice de Neil pose un casse-tête logique dès qu'on y pense 2 secondes, mais comme tout va très vite, bon bah t'as pas forcément toujours le temps de t'arrêter pour te dire que putain, c'est de la merde. Mais cette réalisation, bah t'es obligé de l'affronter à la fin du film. Quand on te révèle pourquoi les mecs du futur viennent pour tuer les mecs du passé. Parce que l'objectif global des méchants, c'est de détruire le passé pour sauver la planète d'une catastrophe écologique. Mais ce faisant, ils se tuent eux-mêmes dans le processus. Voilà, donc c'est le message du film. Mais c'est quoi cette merde? Je sais pas. À la limite, je préfère encore lorsqu'il nous expliquait que l'amour c'est trop bien. Je veux dire, au moins ça fait plus de sens. Et pour une fois, dans cette vidéo, je vais vous donner un contre-exemple qui provient justement de la filmographie de Nolan. Et donc forcément, bah là il s'agira du seul film de Nolan que j'aime et surtout que j'aime énormément. D'ailleurs, c'est même l'un de mes films préférés, je crois. Peut-être bien top 15, top 10. Et ça fait mal de le dire. Imaginez, un film de Nolan dans mon top 15 de mes films préférés. Donc forcément, voilà. Je ne vous avoue pas ça de gaieté de cœur, parce qu'effectivement, Memento, je vous le dis, hein, là c'est vraiment brillant. Je sais pas d'où il a sorti ce film, écoutez, j'en sais rien, il a dû le voler à quelqu'un. En tout cas, ce film, il est assez nolanien dans la forme, parce qu'il est très complexe. Hein. C'est un film, effectivement, qui est raconté de manière totalement décousue, c'est-à-dire que on a en même temps le début, et en même temps la fin du film, qui remonte petit à petit jusqu'au milieu. Et le milieu du film, bah c'est la fin du film, justement. Donc là, je pense que je vous ai perdu. Et en plus, ce que je vous dis, il y a personne qui le dit dans le film, et ça c'est bien d'ailleurs aussi, hein. C'est vraiment du chose dont tel. Faut regarder plusieurs fois le film pour comprendre en fait que toutes les séquences dans le film qui sont en noir et blanc, en fait c'est la fin du film qui revient jusqu'au milieu, et bien sûr les séquences en couleur, bah oui, c'est le début du film qui vient jusqu'au milieu. Bref, c'est pas de ça dont je voulais vous parler. Donc en gros le film nous présente donc le protagoniste qui a un nom, c'est déjà bien. Donc Léonard, qui a vu sa femme se faire tuer lors d'un cambriolage, et justement lors de ce même cambriolage, bien Léonard s'est fait grièvement blessé, et depuis ce jour, bah il perd la mémoire toutes les 15 minutes. Aussi son but est de retrouver l'assassin de sa femme, sauf que évidemment c'est un peu compliqué lorsqu'on perd la mémoire toutes les 15 minutes. Ce qui fait que il s'est tatoué 1 milliard de trucs sur son corps afin de pouvoir se rappeler des choses les plus importantes dont il a besoin pour mener à bien sa quête et sa vengeance. Il a plein de photos avec plein de trucs écrits dessus, bref. C'est vraiment sympa, je veux dire le pitch est trop bien. Et justement ce film est excellent parce que non seulement le pitch est trop bien, comme d'ailleurs la majorité des films de Nolan, mais surtout ce qui est bien c'est que oui, la fin est extrêmement intéressante et vraiment super, oui, profonde. C'est-à-dire que le film est complexe, et le message est complexe, d'accord? Tout est complexe, c'est parfait, merci beaucoup. Ça me dérange pas que ce soit complexe si derrière, le film nous présente un thème vraiment super intéressant, et très gris moralement. C'est ça que j'aime, et c'est ça que Memento nous présente. Parce qu'en gros, à la fin du film, qui est donc en fait le milieu du film, on réalise que le mec qui a tué la femme de Léonard et qui l'a grièvement blessé par le passé, en fait Léonard l'a tué depuis bien longtemps. Et Léonard se trompe volontairement en se faisant à lui-même croire que le fameux John Jay, donc le tueur de sa femme, est encore vivant et qu'il doit encore le poursuivre, alors qu'il déborde depuis bien longtemps. Ce qui veut dire que il se trompe volontairement pour éviter le vide existentiel. Léonard se fabrique un faux but, plutôt que de faire face à l'absurdité totale de son existence. Tout est cohérent, tout est réfléchi, la complexité, c'est pas un écran juste pour t'impressionner, c'est pas du smoke and mirrors, quoi. C'est vraiment très bien écrit, c'est une vraie profondeur, c'est pas un trompe-l'œil. Sauf que, dans tous les autres films de Nolan, c'est l'impression inverse que j'ai. C'est une machine parfaite, maîtrisée, mais creuse, où l'illusion du génie, oui, tient lieu de substance géniale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de génie, quoi. C'est de la prestidigitation intellectuelle, quoi. Le mec fait disparaître les incohérences, te submerge de règles de twist, il te laisse impressionner, mais dès que tu ralentis et que tu décortiques un peu ce qu'il essaie de t'expliquer, tu réalises assez rapidement que, en fait, il n'y a rien derrière toute cette densité narrative. Et d'un côté, t'as Memento, qui est donc un puzzle complexe,
qui cache un film profondément sensé, extrêmement cohérent et qui, nous balance une fin qui fait réfléchir. Je crois pas que ça se dise, mais qui est quasiment sisyphien, quoi. Mais c'est un châtiment de Sisyphe auto-infligé, quoi. C'est le tonneau des Danaïdes auto-infligé. Enfin, je trouve ça tellement intéressant comme concept. Ça, c'est un concept intéressant. Ça, c'est un concept profond. Le mec, il s'enferme lui-même dans un cycle éternel de vengeance pour éviter de se rendre compte que, sans sa vengeance, sa vie n'a plus aucun sens. Il perd la mémoire toutes les 15 minutes. À quoi bon vivre? Il n'y a que la vengeance qui rend encore sa vie intéressante à vivre. C'est d'une profondeur absolument magnifique. Plus même, le personnage est extrêmement gris moralement. Enfin, c'est le véritable vilain protagoniste. Et plus vous savez à quel point, c'est mon trope préféré. Donc, je ne pouvais que respecter Memento. Donc, d'un côté, t'as un film comme ça, mais de l'autre, t'as Interstellar, t'as Tenet, t'as toute une partie de sa filmographie où c'est un puzzle vertigineux qui est là pour servir des idées simples, mais où la maîtrise technique masque clairement le vide émotionnel et le vide conceptuel, surtout. Et on va finir avec les incohérences, parce qu'en termes d'incohérence, là c'est du high concept. Très très haut concept, parce que dans les films de Nolan, la logique, décide bien souvent de prendre des vacances prolongées. Bon, revenons sur Interstellar. Parce que les trous de scénario, les trous de verre, il y a beaucoup de trous. On va commencer par le plan A versus plan B, d'accord? C'est-à-dire que le professeur Brand admet que le plan A, c'est-à-dire censé sauver l'humanité sur Terre via la gravité, c'est impossible depuis le début, d'accord? Donc toute la mission de la NASA, l'entraînement de Cooper, l'envoi des vaisseaux, en fait ça a été fait pour quoi? Le vrai plan, c'est juste le plan B, c'est-à-dire envoyer des embryons sur une autre planète, ok? Et ça rend toute l'opération initiale assez cynique et mal motivée. Et puis, le choix des planètes, on a Miller avec son tsunami géant et sa dilatation du temps extrême, alors que la planète d'Edmunds, elle semble beaucoup plus habitable, et en plus il y a déjà des données radio, quoi. Et ça veut dire quoi? Même les scientifiques de la NASA oublieraient de prioriser l'oxygène respirable, et même la motivation globale ne tient pas la route. La Terre est en train de crever à cause du blight, d'accord, l'espèce de champignon qui détruit les cultures, ok? Mais plutôt de sécuriser les humains sur Terre, dans des serres géantes scellées, et ça aurait clairement pu suffire, on part dans l'espace, encore une fois, ça n'a aucun sens. Et pour finir, avec Interstellar, faut parler de la fameuse 5ème dimension. Donc il y a Cooper qui tombe dans un trou noir, et qui communique via la gravité avec sa fille Murphy. Mais comment est-ce que la bibliothèque Tesseract a-t-elle été construite par des humains du futur, si l'humanité n'a pas encore été sauvée? C'est un paradoxe temporel, s'il en est, quoi. Et pour les petits détails agaçants, là, entre les caissons de sommeil hyper technologiques couverts de poussière, la ferme automatisée qui a encore besoin de fermiers, vraiment, est-ce que c'est une démo technique, ou est-ce que c'est un film? Je sais pas. Parlons maintenant, encore une fois, et pour la dernière fois, je dois l'espérer, de Tenet, puisque ce film pousse le concept de conneries manifeste encore plus loin, puisque déjà, il y a l'inversion et la physique, c'est-à-dire que l'entropie inversée n'existe pas, déjà. Donc même Stephen Hawking le disait. À côté de ça, on a les persos inversés qui ont besoin de masques à oxygène parce que l'air normal ne passe pas dans leurs poumons, sauf que tu les vois conduire, se battre et tirer comme si rien n'était. On a aussi les impacts de balles inversées qui s'effacent, sauf que on se pose la question qui les a tirés au départ, parce que le film crée des boucles où cause et effet deviennent flous. La motivation de Kat, censée tuer Sator, elle est ultra faible et contradictoire. Ses actions vont souvent à l'encontre des règles établies. Le sacrifice de Neil, c'est que la balle et le timing posent problème. Est-ce qu'elle est déjà dans son corps avant qu'on tire? Là aussi, c'est compliqué. Et puis l'objectif des méchants, j'en ai déjà parlé, donc voilà. Le délire de sauver le futur en détruisant le passé, il y a peut-être un petit problème, mon petit Nolan. Je veux dire, là, c'est complexe. Parlons un peu de Dark Knight Rises. J'en ai pas parlé, mais c'est un film de merde également. On a Bane qui brise le dos de Batman, mais qui le tue pas, et qui l'envoie dans une prison lointaine. Pourquoi? On a Talia qui, à plusieurs occasions, peut finir le boulot, mais elle le fait pas. On a Bruce qui retourne à Gotham sans aucune ressource, sans Batmobile, qui, lorsqu'il sort de la prison, traverse continent et vide l'assiégé en quelques jours, et il trouve même le temps de se couper les cheveux. Ça aussi c'est bien. Les policiers dans les égouts, ils restent 5 mois enfermés sans sortir, et ils ressortent propres et rasés, là aussi c'est pas mal. Et l'espèce de bombe à la toute fin du film, Batman l'emporte avec l'espèce de Batjet, il survit et il atterrit je sais pas où. Voilà, entre la physique et le timing, tout ça c'est très discutable, d'accord? Et on va finir avec Inception. Déjà, le totem de Cobb est censé être fiable, mais il peut pas l'être. Il peut pas l'être parce que dans l'univers d'Inception, chaque personnage est censé avoir un totem, et ce totem est important. Personne d'autre, à part le personnage en question, ne doit toucher le totem. Parce que ce soit un dé, ou que ce soit une toupie,
comme effectivement le totem de Cobb. Il ne doit être connu que de son possesseur, afin qu'il puisse être sûr de la forme et oui, des propriétés de l'objet en question, pour être sûr qu'il est encore dans la réalité, d'accord? Sauf que le totem de Cobb, la toupie, il est en réalité aussi connu par Mal, Mallory, sa femme, d'accord? Donc forcément, ça marche pas. Et en plus de tout ça, pourquoi tout ce plan compliqué pour revoir ses enfants alors qu'un simple appel au beau-père aurait suffi? Il pourrait venir les voir directement, c'est quoi le problème? Enfin bon bref, écoutez, chez Nolan, que ce soit le rythme, la mise en scène, même le spectacle, tout ça, ça sert à masquer des incohérences énormes, le manque de profondeur, enfin écoutez, c'est assez compliqué. Voilà, c'est assez compliqué. Moi j'ai jamais vraiment apprécié Nolan, il y a juste Memento qui m'a véritablement, voilà, filé une énorme claque dans ma sale gueule. Là-dessus, il n'y a pas de souci, mais pour le reste, écoutez, voilà. C'est spectaculaire et impressionnant, mais ça ne veut rien dire de profond. Et à la limite, encore une fois, moi, un film avec des messages simples, ça va pas forcément me déranger, c'est juste qu'en fait, comment dire, me casser les couilles pendant 2 h 30 avec des concepts ultra complexes pour finalement me dire que l'amour c'est trop bien ou je sais pas quoi, avec moi ça passe pas. Voilà, avec moi ça passe pas. Avec d'autres ça passe, il y a pas de souci. Je sais qu'Interstellar est un film qui est immensément apprécié, surtout par, les jeunes hommes généralement. J'ai jamais compris vraiment pourquoi, mais en tout cas c'est un film qui est très très apprécié. Je le trouve merdique dans le meilleur des cas. Voilà. Mais écoutez, je vais m'arrêter là, ça sert à rien de trop tergiverser. Abonnez-vous pour encourager la chaîne, likez la vidéo si elle vous a plu, prenez soin de vous et à la prochaine.